Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de partager avec le public et avec les collègues certaines sur le cadre juridique institutionnel de la culture. D'autant plus que mon ami, Monsieur le Ministre, vient de me jeter la perche en parlant du côté institutionnel et en abordant déjà dans sa communication le cadre institutionnel de manière et juridique de manière indirecte. De toute façon, ce qu'on peut dire par rapport aux politiques publiques culturelles, on peut dire en fait qu'elles s'appuient, même si c'est récent, sur un cadre juridique et institutionnel assez diversifié. Et c'est la Constitution de 2011 qui a marqué un tournant dans la gestion des affaires culturelles, en reconnaissant d'abord le pluralisme linguistique et culturel, et en consacrant l'arabe et l'amazigh comme langue officielle, et en affirmant l'importance des Hassani et des autres affluents culturels du pays. Ce cadre constitutionnel s'appuie sur plusieurs lois et décrets, notamment ceux relatifs à la protection du patrimoine matériel et immatériel, à l'officialisation de l'amazigh ou encore au soutien de la création artistique. D'un point de vue institutionnel, l'action publique culturelle au Maroc repose sur des organismes publics comme le ministère de la Culture, comme ça vient d'être dit par Monsieur le Ministre, l'IRCAM, la Fondation nationale des musées, le CCM et le Conseil national des langues et de la culture marocaine. Pour respecter le temps qui m'est imparti dans cette communication, je vais essayer d'articuler mon exposé autour de deux axes pour respecter le temps. Dans un premier, je parlerai, comme le titre de la communication l'indique, du cadre juridique, et puis dans le second, je traiterai du cadre institutionnel, des politiques culturelles, en terminant bien entendu par une petite conclusion sur les stratégies, les défis tels qu'ils ont été développés tout à l'heure par Monsieur le Ministre des politiques culturelles au Maroc. Au niveau juridique, on peut dire que le Maroc dispose récemment d'un cadre juridique bien étoffé. Ce cadre juridique commence d'abord par le cadre constitutionnel et à ce propos, il est important de souligner que l'intérêt de la culture constitutionnellement parlant est très récent. La reconnaissance, si faible soit-elle, de la culture dans les différentes constitutions marocaines a évolué progressivement suivant les transformations politiques, sociales et identitaires du pays. On constate ainsi que la première constitution de 1962, celle adoptée juste après l'indépendance, ne contenait aucune disposition explicite de la diversité culturelle du pays. Elle affirmait seulement, dans son préambule, que l'arabe est la langue officielle du pays, sans aucune mention concernant l'amazigh ni d'autres expressions culturelles. Si on ose spéculer, on peut dire que la seule référence à la culture est implicite. On peut la déduire de l'expression de l'attachement aux valeurs de l'islam, à l'unité nationale et à l'appartenance africaine. Ainsi, on va voir en fait que les constitutions de 70, 72, 92, 96 vont maintenir exactement la même orientation sans aucune reconnaissance explicite de la diversité culturelle du Maroc. Il aura fallu donc attendre, comme l'a souligné tout à l'heure Monsieur le Ministre, 2011 pour que la diversité culturelle soit réelle et soit reconnue dans les fameux articles 5, 26 et 31. Cette révision constitutionnelle a marqué un tournant dans l'approche culturelle. Désormais, l'identité marocaine y est décrite comme étant de composantes multiples. L'article 5 consacre la pluralité linguistique,
en faisant de l'amazigh la deuxième langue officielle du pays, en engageant l'État à préserver le Hassani et les autres expressions culturelles régionales, et en créant le Conseil, le fameux Conseil national des langues et de la culture marocaine. Cette dynamique va être appuyée par l'article 26. Celui-ci, bien entendu, introduit la notion de l'art et de la culture en stipulant que les pouvoirs publics apportent leur appui au développement de la création culturelle et artistique. L'État s'engage ainsi à encourager la création artistique et culturelle et garantit par là même la liberté de la création culturelle et artistique. L'article 31 vient, quant à lui, renforcer cette reconnaissance culturelle, surtout en facilitant l'accès des citoyens à la culture et à la création artistique. Deuxième point, c'est le niveau législatif. Quel est le cadre législatif et réglementaire concernant la culture? Bien entendu, différents textes vont venir successivement, et notamment à partir de 2011, qui vont consacrer chacun à leur manière le droit à la culture et la protection du patrimoine matériel et immatériel du Maroc. Au niveau des lois les plus significatives, on peut donner à titre d'exemple la loi 2280, celle qui est relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité. Cette loi remonte aux années 80, où il y a un début de prise de conscience non seulement de la valorisation du patrimoine culturel, mais surtout de sa protection. Cette loi a été amendée et augmentée avec la loi 2019-2005, qui constitue aujourd'hui le fondement juridique de la protection des monuments historiques, et elle définit en même temps les procédures de classement, les mesures de conservation et les sanctions en cas d'infraction liées au patrimoine culturel. Elle élargit cette protection aux manuscrits, donc on voit apparaître aussi cette dynamique de protection de l'oralité et de l'écrit dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler le patrimoine immatériel, mais elle protège aussi ce qui est ancien, c'est-à-dire les archives, en imposant la protection des archives, que ce soit donc les traditions orales, les savoir-faire artisanaux et les pratiques culturelles. Cette diversité culturelle va prendre de l'essor avec le nouveau règne, et notamment avec la création de l'IRCAM, l'Institut royal de la culture amazigh, donc qui va être l'outil de promotion de la mazirité, qui va être constitutionnalisé 10 ans plus tard. Donc cet institut a joué un rôle central, que ce soit dans la promotion, dans la préservation aussi de la mazirité, mais surtout dans la création de ce qui va être l'outil de communication de la mazir, c'est-à-dire le tifinagh en 2003. Viendra plus tard, après la Constitution, la loi relative à la mise en œuvre du caractère officiel de la mazirité. Donc cette loi qui oblige aujourd'hui les institutions publiques à utiliser la mazir comme langue officielle. Cette dynamique juridique va être poursuivie par la loi 0416, celle qui va créer le Conseil national des langues et de la culture marocaine en 2020.
c'est-à-dire en fait récemment où, comme l'a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, cette instance est vouée à jouer un rôle extrêmement important dans la valorisation de la culture marocaine à travers les langues, mais aussi à travers les diverses expressions de cette identité, cette culture marocaine, qu'elle soit artistique ou autre. Viendra plus tard, donc, parce que cette dynamique va concerner ce qui est institutionnel, ce qui est moral, mais il y a toute une autre dynamique qui va concerner les lois sur les industries culturelles et créatives, c'est-à-dire sur le livre, sur l'audiovisuel, sur le théâtre et la musique. Et Dieu sait en fait qu'aujourd'hui, la question non seulement de la propriété intellectuelle se pose de manière insistante qu'il faudra là-dessus, et surtout la propriété intellectuelle qui est liée au patrimoine. Et comme vous l'avez constaté dernièrement, il y a des tentatives d'extorsion, des tentatives de dérobage d'un patrimoine culturel marocain, que ce soit le débat autour de Zelij, le débat autour de Khftan, autour de tout ce qui concerne l'identité marocaine, d'où la nécessité de lois protégeant, non seulement valorisant, parce que nous avons vu tout à l'heure qu'il y a tout un dispositif qui permet de valoriser le patrimoine, mais il faut aussi qu'il y ait tout un dispositif juridique pour protéger ce patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel. Donc la loi sur la protection de la propriété intellectuelle, pardon, la loi 0200, celle-ci porte sur les droits d'auteur et les droits voisins. Et cette loi a été sujette à plusieurs modifications en 2006, 2014 et 2016. Et aujourd'hui, elle intègre aussi les créations théâtrales et audiovisuelles. Mais la loi la plus importante, à mon avis, bien entendu, tout ce dispositif législatif est important parce qu'il doit permettre l'exercice des droits culturels, le respect de ces droits culturels, l'exercice de la liberté d'expression et surtout l'exercice des activités liées à la culture. Mais la loi la plus importante, à mon avis, c'est 19.5, celle qui concerne les archives. Parce que celui qui n'a pas de mémoire n'a pas de présent et ne peut avoir d'avenir. Et là, il y a eu tout un débat depuis le gouvernement de Youssoui sur la question des archives et il a fallu attendre 2005 pour que cette loi puisse être promulguée. Et cette loi concerne la conservation des documents historiques et administratifs, considérés bien entendu comme patrimoine national, et elle oblige, et c'est ça qui est bien, c'est qu'elle oblige les administrations publiques à préserver et à classer leurs archives. Vous savez, le patrimoine culturel aujourd'hui européen ou américain est en grande partie lié à la conservation d'archives, que ce soit dans le domaine artistique ou dans le domaine juridique. Donc cette dynamique, je ne dirais pas qu'elle est clôturée, mais pour le moment, la loi 33-22, celle qui est venue, encore une fois, pour protéger le patrimoine matériel et immatériel. Donc, elle vise la protection et la transmission des traditions culturelles. Dans quelle mesure l'activité artistique orale, par exemple, peut-elle être protégée quand on pense, par exemple, au patrimoine de l'humanité qui est Jamel Fna, comment protéger donc et le valoriser, sachant très bien en fait qu'il y a une dynamique concurrentielle de l'autre côté de nos frontières. Et tout à l'heure j'ai utilisé le mot extorsion et il est bien approprié pour cela. Donc cette loi protège la transmission des traditions, mais elle définit surtout les critères
pour l'inscription d'éléments culturels au patrimoine national. Qu'est-ce qui doit être valorisé, qu'est-ce qui doit être protégé, qu'est-ce qui doit être inscrit comme patrimoine national. Et surtout, cette loi vise l'immunisation du patrimoine national, moral, patrimoine matériel ou immatériel, et surtout la lutte contre toute forme d'usurpation, et cela à travers différents axes, bien entendu. Le premier concernant la sauvegarde matérielle de ce patrimoine, mais aussi à travers la notion de l'éducation. Et monsieur le professeur en a parlé tout à l'heure, en soulevant le rôle de l'école, le rôle de l'université, mais le rôle des acteurs. Bien entendu, tout cela rentre dans une dynamique qui est celle que vit le Maroc à travers ces différents engagements internationaux, et notamment les conventions signées avec les instances internationales chargées de la défense de la culture, que ce soit l'UNESCO ou d'autres. Et on voit qu'à travers les villes marocaines, il y a des signes de cette action à travers l'inscription de plusieurs monuments historiques marocains dans le cadre du patrimoine de l'humanité, qu'il soit matériel ou immatériel. Donc ça, c'est du point de vue juridique. Un peu ennuyeux, mais on en a besoin. Donc on en a besoin parce qu'on ne peut pas travailler sans cadre juridique. Il y a le... oui, je vais aller rapidement. Il y a le côté institutionnel, c'est-à-dire qu'on a un cadre juridique maintenant qui nous permet d'assurer la gestion et la protection du patrimoine, et surtout au niveau des politiques culturelles. Et il faut des institutions pour cela. Et des institutions pour cela, je crois que monsieur le ministre tout à l'heure en a parlé. Il y a des instances au niveau national et des instances au niveau local. Pour ce qui est public, bien entendu, le ministère de la Culture, le problème, en fait, c'est que la culture, elle est à la fin et à la culture. Donc, les instances chargées de la culture, généralement, sont considérées comme, je dirais pas un luxe, mais quelque chose de milkamaliyet. Donc la culture étant, comme l'a dit le professeur Goungé tout à l'heure, à la base de tout, une société qui n'a pas de culture est une société qui n'avance pas. Les États-Unis aujourd'hui sont présents partout, c'est pas par l'intermédiaire de leur armée. Oui, leur armée fait un travail conséquent, leur diplomatie aussi, mais c'est surtout par l'intermédiaire de leur culture. Quand on parle de valeurs universelles, par exemple, ces valeurs universelles sont surtout des valeurs universelles culturelles développées par l'Europe et par les autres. Quand on pense au Japon, par exemple, on passe à la culture japonaise, etc., parce que les instances au niveau national jouent le rôle de promotion de la culture. Donc au niveau national, on a, je vais rapidement, des institutions dont a parlé monsieur le ministre tout à l'heure, donc le ministère de la Culture, donc, de la jeunesse et de la culture, qui généralement veillent à la gestion de la chose culturelle. Cette chose culturelle, il y a ce qui est matériel et ce qui est immatériel, donc au niveau, bien entendu, de la gestion quotidienne de l'activité culturelle, mais aussi surtout au niveau de la promotion de la production, notamment la production artistique. Il y a au niveau national quelques organismes spécialisés, donc il y a l'IRCAM, le CCM, et puis on peut rajouter quelque part, moi je l'ai rajouté aussi parce que je considère aussi que c'est une institution extrêmement importante pour la gestion de la culture au niveau national, c'est la bibliothèque nationale. Il y a au niveau national, bien entendu, c'est le prolongement dans le cadre de la déconcentration, de la décentralisation, etc. Nous avons aussi des organes, théoriquement, institutionnellement,
qui sont supposés être chargés de la gestion de la culture localement. Ces instances jouent des rôles administratifs pour le moment. Je crois que les interventions qui vont venir tout à l'heure et qui, chacun à sa manière, donc nous parlerons de ce qui est fait localement. Cette gestion administrative est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour la promotion de l'activité culturelle. Il y a l'autre côté qui doit être important, ce sont les collectivités territoriales. Quel est le rôle que jouent les collectivités territoriales dans la promotion et la préservation de la culture. Donc on voit que ça fait une série. Donc du point de vue, on a un dispositif aujourd'hui juridique qui est important, que ce soit du point de vue constitutionnel ou du point de vue législatif, mais du point de vue réglementaire aussi pour gérer la question culturelle. Parce que la question culturelle, elle est diverse, comme on va le voir tout à l'heure. Quelles sont les stratégies, les défis et les perspectives des politiques culturelles dans le futur proche et puis dans le futur, bien entendu? La question ou le défi qu'on doit relever, c'est le défi de la numérisation. La numérisation est une très bonne chose parce qu'elle nous permet un accès facile à la culture. Je peux, de cette salle, faire une visite virtuelle du musée de Louvre ou faire n'importe quelle visite partout dans le monde. Donc l'accès de la numérisation est là pour justement faciliter l'accès. Au niveau national, la numérisation pose un problème qui est lié justement à la protection de la propriété intellectuelle, mais il est surtout un danger pour notre culture propre. Notre culture qui est liée à l'oralité, et notamment pour ce qu'on appelle, nous, le patrimoine immatériel. Ce patrimoine immatériel risque de disparaître. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de Jamel Fna, ou la place de l'Edim, ou d'autres places dans les autres villes marocaines. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette vague de numérisation pour justement préserver et valoriser ce patrimoine? Deuxième P concerne bien entendu l'industrie culturelle, et l'industrie culturelle, que ce soit le cinéma, l'art numérique ou les festivals. Donc les festivals sont une très bonne manifestation culturelle, une activité culturelle extrêmement importante qui permet la valorisation du pays, jouer un rôle important dans ce qu'on pourrait appeler la diplomatie culturelle. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui par l'intermédiaire de Mawazine, le festival de Mogador Gnawa, ou Tanjaz, ou la musique sacrée de Fès, sont avant tout des vecteurs de promotion de la culture qu'il faudra encourager. Il y a un saut, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'il y a un saut qualitatif au niveau de la production cinématographique. Mais ça reste en deçà de ce qui est demandé pour la protection et la valorisation du patrimoine culturel et de l'histoire aussi. Hein. De toute façon, quand on parle de diplomatie, et j'ai donné tout à l'heure l'exemple américain, l'industrie cinématographique américaine fait un rôle extrêmement important dans la défense des intérêts américains. Je finirai par ça, parce qu'on va y avoir des défis, etc., mais je finirai par ça, parce que ça me touche. Ça me touche énormément. Et s'il y a quelque chose à garder, ça pourrait peut-être être ça, c'est les initiatives, donc au niveau de la promotion de la lecture et de l'édition. Encourager les initiatives au niveau d'abord de la production des livres, au niveau des éditions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour encourager les auteurs? Aujourd'hui, la majorité des écrits sont généralement des écrits auto-édités. C'est-à-dire en fait que l'auteur, sur sa charge financière,
publie un ouvrage et attend les retombées financières pour se rembourser lui-même. C'est extrêmement difficile. Et cela, bien entendu, en le liant avec les dangers qui sont liés à la numérisation. Les perspectives, rapidement, les perspectives, c'est des perspectives d'ordre général, hein, donc des généralités, renforcement de la décentralisation, hein, pour une meilleure proximité, des politiques culturelles locales, vu la spécificité bien entendu, vu la richesse du patrimoine marocain au niveau culturel, il faut penser justement à une bonne décentralisation au niveau des politiques culturelles. Deuxième point, c'est non seulement l'intégration du numérique et des nouvelles technologies dans la promotion culturelle, mais surtout le renforcement de cette intégration, puisque nous sommes lycéens. Et puis, la culture n'est pas seulement l'affaire des institutions publiques. La culture doit être une affaire de tous, et le privé doit jouer un rôle important, que ce soit au niveau de la production ou au niveau de la préservation du patrimoine. Il y a la question du mécénat, par exemple. Le mécénat joue un rôle extrêmement important ailleurs dans la promotion de la culture. Est-ce que nos privés font le nécessaire? Peut-être à travers. Il y a certaines fondations qui sont actives, mais il faudra que le soutien soit accru et il faut qu'il y ait une implication du privé dans la gestion de la culture. Et je finirai par ce qui m'est très cher aussi, c'est le renforcement de l'éducation artistique, que ce soit dans les écoles ou dans les universités. Et je m'arrête là. J'espère que j'ai respecté le temps. Merci.